Voilà, mes amis, on reprend notre cours avec notre cher et très très apprécié Monsieur Ababou. Les deux premiers cours que nous avons déjà donnés ont déjà fait beaucoup de bruit. Et d'abord, je tenais vraiment à vous remercier au nom de tous ceux qui écoutent ce cours, qui vraiment l'apprécient énormément. Vous dévoilez des choses très importantes que les gens qui bien sûr ne sont pas dans cette direction ne connaissaient absolument pas. Et je voudrais juste, bien sûr, avant de passer la parole à notre cher ami, faire à nouveau un minuscule résumé de quelques lignes. Nous avons commencé à expliquer que finalement, la seule et véritable et unique force terrestre, je parle bien sûr terrestre, car au fur et à mesure, nous allons aussi commencer à rentrer le maître du monde dans tout ce système qui, pour l'instant, n'est expliqué que vu côté homme. Mais nous avons en tous les cas expliqué que finalement, il n'y a qu'une seule et unique force qui dirige toutes les vitrines qui sont politiques, militaires, sociales et autres, c'est la finance. C'est la finance qui est à l'origine de tous les changements politiques, c'est la finance qui est à l'origine de toutes les guerres, c'est la finance qui est à l'origine de tout ce qui se passe dans le monde, en tous les cas bien sûr, surtout et essentiellement aujourd'hui plus que jamais dans notre monde moderne. Et on va continuer, donc on va laisser la parole à Monsieur Ababou, on va continuer ce sujet pour essayer de rentrer encore plus dans les détails et mieux comprendre ce qui se passe. Voilà. Bien, d'abord, Chaim, bonjour. Je voudrais revenir sur une erreur qui s'est glissée dans mes derniers propos concernant la dette globale aux États-Unis d'Amérique. J'avais dit que... Qui ont une dette fabuleuse. Oui, aujourd'hui oui, mais oui. J'avais dit qu'en 1776, oui. Jusqu'en 1976, la dette globale était de 200 000 milliards de dollars, mais évidemment c'est une erreur. Et elle était de 4 000 milliards de dollars. 4 000 milliards de dollars et non pas 200 000 milliards de dollars. En quelle année? En 200 ans, entre 1776 et 1976, en 200 ans, la dette cumulée, toute dette confondue, n'avait pas dépassé les 4 000 milliards de dollars. Oui. Entre jusqu'en 1976. 1976. En 200 ans. De 1976 à 1986, ça veut dire 10 ans, la dette est passée de 4 000 milliards de dollars à 8 000 milliards de dollars. Alors qu'il a fallu 200 ans pour atteindre ce niveau. En 10 ans, on l'a atteint. Et aujourd'hui, évidemment, je vais très vite, aujourd'hui, on l'a complètement dépassé. Cette erreur... Mais la dette à l'égard de qui? À l'égard d'autres pays? Non. Il s'agit d'une dette globale. Les Américains, à cette époque-là, étaient créanciers dans le monde. Ça veut dire que le monde devait de l'argent à l'Amérique. Les États-Unis d'Amérique finançaient de nombreux systèmes, notamment le système bancaire. On a dit l'autre fois que le système allemand était renfloué en bonne partie par les ménages américains, par les caisses d'épargne américaines. Aidés, donc les banques allemandes étaient aidées par le système américain. Oui, c'est-à-dire que les capitaux américains étaient déposés dans les banques européennes à cette époque-là, et particulièrement les banques allemandes. Jusqu'à quelle année plus ou moins? Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais après la Seconde Guerre mondiale, le processus s'est développé encore plus, mais différemment. Je vous avais Jusqu'à dit, la Seconde Guerre mondiale. Oui, je vous avais dit... Je m'excuse, mais bon, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Mais vous savez qu'il y a des thèses extrêmement fortes de gens extrêmement aussi... connaisseurs dans ce domaine qui disent que l'une des forces principales cachées derrière la Deuxième Guerre mondiale et Hitler n'était pas, je ne vais pas dire les Américains, car c'est faux, mais disons qu'une partie des gouvernants américains qui, justement, parce qu'ils avaient investi de l'argent là-bas, voulaient que l'Allemagne prenne encore beaucoup plus de force et beaucoup plus de puissance et la soutenait. Oui, en partie, oui, je pense que vous avez raison, mais si on revient à cette époque-là, il faut comprendre que la peur de l'émergence et du renforcement de l'Union soviétique avait
jouait un rôle majeur, non seulement en Amérique, mais dans tout l'Occident de cette époque-là. Pour aider l'Allemagne. Pour aider l'Allemagne, d'accord? Et il fallait absolument éviter, pour ces gens-là, de cette époque-là, l'Allemagne était considérée comme un rempart face à l'Union soviétique. Mais vous vous rendez compte ce que vous révélez? Ça veut dire que d'une certaine manière, 5 ans après, il y a le débarquement américain et tout le monde voit les Américains comme les sauveurs de l'Europe, mais personne ne sait qu'au départ, finalement, ils sont derrière l'Allemagne pour contrer les Russes et ça va sortir avec 50 millions de morts. Oui, oui, non seulement ils sont derrière l'Allemagne, mais aussi ils sont derrière le marché financier international, on l'a déjà dit. Maintenant, je voudrais revenir, Chaim, à un point historique extrêmement important. Les économistes parlent de la capacité des marchés, sans intervention de l'État, sans intervention des acteurs, à s'autoréguler, c'est-à-dire à s'équilibrer. Oui. Il y a, à la fin du 19e siècle, je ne rentre pas trop dans la théorie économique, mais il y avait ce qu'on appelle les classiques et les post-classiques, les néoclassiques, à l'époque, notamment des gens comme Walras, pour ceux qui connaissent, Léon Walras, etc., disaient qu'il y avait des mécanismes de stabilisation automatique. On va vers tout simplement un équilibre automatique, idéal, on n'a pas à intervenir. Laissons faire. L'État ne voulait oui, pas non seulement l'État. L'État, à cette époque-là, était considéré comme un État gendarme. C'est-à-dire qu'il n'intervenait pas dans la vie économique et il laissait les acteurs aller, disons, selon les règles saines, entre guillemets, que Dieu a créées de l'économie. Et à partir de ce moment-là, l'État qui n'intervenait pas était un État gendarme qui allait sauvegarder peut-être la souveraineté nationale, faire la guerre lorsqu'il c'était nécessaire, développer des grands travaux, mais pas plus. Il ne rentrait pas dans les entreprises, il n'avait pas du tout intérêt au niveau théorique à intervenir. Maintenant, vous savez bien qu'il y a une jonction entre la théorie économique et la pensée économique. Akadosh Baruch Hu écrit le monde avec, si vous voulez, le chiffre 1, le Aleph. Donc, c'était bien intégré, tout était bien intégré, et les forces contraires vont essayer de pénétrer pour diviser, pour séparer, pour faire une dichotomie, une disjonction entre la théorie et la pensée. Je vais vous donner un exemple. Entre la théorie et l'action. Entre la théorie et la pensée, la théorie et l'action. Absolument. Et à quoi vous faites allusion pour vous parler des forces contraires? Alors, je vais vous expliquer. Sans citer de nom. Oui, oui, bien sûr. Alors, je vais vous expliquer. On a utilisé d'abord la demande. Vous savez que dans un marché, vous avez l'offre et la demande, oui. Et vous avez les prix, et vous avez toutes sortes d'acteurs, ce qu'on appelle les acteurs exogènes, extérieurs, qui jouent un rôle aussi, mais moins déterminant que l'offre et la demande. Et donc, par exemple, la demande. La demande, c'est-à-dire la demande de consommation et la demande d'investissement. Nous sommes tous des consommateurs, mais avant de rentrer dans l'ère de la consommation de masse, les économistes avaient, entre guillemets, regardé l'influence des forces négatives, avaient rêvé, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, d'une sorte d'homo economicus. C'est-à-dire? Alors, c'est tout simplement un consommateur robot qui se réveille le matin, va prendre tel ou tel dentifrice, tel ou tel savon. D'où la publicité, entre autres. Exactement, tant de grammes de beurre, tant de grammes de pain, etc. Et on va essayer de calquer, vous avez compris, toute la production face à ce portrait robot. Par exemple, les prix, je vais rentrer un tout petit peu dans les détails, les prix à la consommation, par exemple, sont déterminés en fonction d'un panier de la ménagère. Et ce panier de la ménagère, vous avez plus de 350 produits et sous-produits qui font que, véritablement, en fonction de l'indice des prix de chaque produit, on va calculer une moyenne, et à partir de ce moment-là, ces prix-là vont permettre l'augmentation des revenus, l'augmentation du SMIC, l'augmentation du MRI, etc. C'est-à-dire, véritablement, ce sont... Oui, mais attention, l'augmentation du SMIC, c'est pour le bien-être du citoyen. Oui, alors je vais vous expliquer. C'est ça le problème, je vais vous expliquer. L'idée, c'est d'essayer d'enlever toute la personnalisation de la consommation. C'est-à-dire qu'on devient des portraits robots, des consommateurs robots qui vont agir non pas un peu comme le chien de Pavlov, non pas selon ses véritables besoins, mais seulement, tout simplement, les désirs qui sont inclus dans ces besoins. On va agir au niveau des désirs. Et à partir de ce moment-là, c'est toute la publicité, tout ce que vous avez, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on a dépassé tout ça, on arrive à un point de non-retour aujourd'hui. Mais à cette époque-là, on a essayé de
robotiser entre guillemets l'acte de consommation, ce qui est un acte anti-économique absolument, puisque rappelez-vous que la concurrence est fondée sur la liberté de consommation, sur la liberté de production. Et donc, face à cela, cette dépersonnalisation, on va enlever, si vous voulez, le côté caractère de cette consommation individuelle, on va créer une sorte de masse collective, ce qu'on appelle l'économie de masse, la consommation de masse, qui fait que véritablement on va parler à cette consommation, on va produire en fonction de cette consommation de masse et on va intégrer les consommations individuelles à cette consommation de masse. C'est-à-dire véritablement l'homme est complètement inféodé à ces archétypes, à ces signaux qu'il va recevoir. Il y avait un très grand économiste qui est aujourd'hui mort malheureusement, qui s'appelait Jean Baudrillard, qui avait écrit « Critique pour l'économie politique du signe ». Et il avait déjà, il était professeur à l'université de Vincennes, c'était un de mes collègues d'ailleurs, et il avait à ce moment-là bien défini que nous sommes dans le monde des signaux, le monde des archétypes, le monde tout simplement des automatismes. Et il fallait absolument sortir de ce monde parce qu'il était tout simplement satanique. Ce sont ces termes. Donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose très très importante, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'état de délabrement de l'Europe était évidemment très profond. John Maynard Keynes, c'est un économiste qui a joué un rôle fondamental. Il a participé... Un anglais? Un américain? Non, je vais vous expliquer. John Maynard Keynes, je vais vous expliquer. Il a participé au traité de Versailles en 1819. Il avait tout simplement compris qu'on allait vers une seconde guerre, parce que les Allemands ne se laisseraient pas faire, et qu'il a été extrêmement touché par la crise de 29, et il a écrit un livre absolument redoutable, extrêmement connu, mais très difficile à lire pour le commun des mortels, La théorie générale. Ce livre, La théorie générale, qui a été écrit en 1936, a inspiré des présidents comme Roosevelt, etc. Et que dit ce livre? Alors, évidemment, c'est très compliqué, mais je vais essayer pour le plus grand nombre de résumer au maximum, de synthétiser au maximum. Il dit la chose suivante. Pour pouvoir revenir à la croissance, pour pouvoir éviter la crise comme la crise de 29, alors il y a une condition fondamentale, c'est de renforcer la demande. De manière à ce que la demande de consommation amène l'investissement et amène la production. Et le but, c'est de favoriser la productivité. C'est un peu compliqué, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire véritablement qu'il faut donner un revenu, regardez le SMIC, etc. Il faut donner un revenu aux ménages, pour que les gens puissent acheter, de manière à ce qu'ils achètent, et que par des détours de production, on va augmenter le profit. Ce n'était pas du tout un socialiste, c'était un libéral, mais il a inspiré pendant 50 ans, C'est-à-dire, plus les gens ont un minimum d'argent, plus ils peuvent acheter, et plus finalement les sociétés font des profits. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on parle du revenu universel. C'est-à-dire que un grand sociologue qui s'appelait Rawls, en Amérique, avait bien défini qu'il faut donner à chacun le minimum vital, que chacun ait ce minimum vital, donc il faut adapter la production à ce minimum vital, de manière à ce que, véritablement, ce minimum vital puisse apaiser les tensions sociales, de manière à ce que l'archétype, ça veut dire la pyramide sociale, puisse être tout simplement calmée, qu'il n'y ait pas de crise sociale, qu'il n'y ait pas de révolution sociale, etc. Il faut donner absolument à chacun ce revenu, aujourd'hui on dirait universel, de manière à ce que cet homo economicus puisse tout simplement se développer. Le but, c'est l'archétype. Le but, c'est l'archétype. Le but, c'est de créer des besoins qui sont des besoins automatiques, non forcément raisonnés, qui ne correspondent pas forcément à un besoin intérieur, mais un besoin extérieur. On est dans le monde du plaisir, du désir et du paraître. Et c'est là où, si vous voulez, ce que j'appelle moi les forces d'obscurité, le Satan, on en parlera après, c'est là, parce que le Satan, il connaît exactement les faiblesses de l'homme. Il sait exactement où foncer. Et où est-ce qu'il fonce? Il fonce dans ce nœud gordien qui est véritablement le rapport entre le besoin de manger, besoin de dormir, besoin de s'habiller, et le désir. J'ai compris. Entre le désir et le besoin, c'est là qu'il va y avoir les forces. Donc, si vous me permettez de résumer à mon niveau, je suis à des années-lumière de voir les choses comme vous les comprenez,
et vous me dites si j'ai raison. Finalement, on a, jusqu'à aujourd'hui, la grande majorité des gens prennent l'Europe comme exemple. Regardez les droits sociaux, regardez la sécurité sociale, regardez les allocations logement, regardez les allocations familiales, regardez ce que l'Europe fait pour ses citoyens. Finalement, ce que vous êtes en train de révéler, c'est que, encore une fois, une belle vitrine, ce qu'on appelle la démocratie, liberté, égalité, fraternité. Nous, on croit que c'est pour le bien des citoyens, mais c'est en vérité uniquement pour le bien de la finance, parce que comme vous n'êtes pas dans une situation catastrophique, vous avez de quoi dépenser et finalement, on vous aide pour que nous puissions gagner plus encore et toujours plus. Oui, donc, ce qui veut dire que les droits sociaux européens sont une pure hypocrisie qui est encore une fois dans le but unique de renforcer la haute finance. Oui, alors... J'ai bien compris ? Oui, alors juste un point. La haute finance, certainement, joue un rôle fondamental. Mais cette haute finance a un pouvoir qui est diffus et qui pénètre l'ensemble des systèmes. Je vais vous donner un exemple. Raph. Dans les années 30, il y avait un très très grand économiste qui s'appelait Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter, oui, c'était un Autrichien, il n'était pas juif, il était d'origine protestante, mais il a eu le prix Nobel, il a souffert du nazisme, il s'est sauvé dans les années 35 à peu près en Amérique, il est devenu grand professeur d'université, il a écrit de très nombreux livres, et ce Joseph Schumpeter a écrit parmi ces livres qui sont absolument très très importants, il a écrit un livre sur les conditions de la croissance économique. Comment que l'innovation, comment que la croissance puisse se développer et s'étendre. On parle de la croissance économique. Il dit qu'en fait, il s'agit d'un processus de destruction-création. Et à l'intérieur de cette destruction, je vais vous expliquer, vous allez comprendre, il y a des grappes d'innovation. Par exemple, pour qu'il y ait la télévision noir et blanc, il a fallu qu'il y ait des gens comme Watt, etc., 100 ans après, et 40 ans après, chacun va mettre son grain de sel. C'est ce qu'on appelle les grappes d'innovation. Et ces grappes d'innovation-là, n'est-ce pas, c'est elles qui vont développer le progrès économique et même le progrès social. Et ces grappes d'innovation-là, elles vont permettre l'arrivée de nouvelles grappes d'innovation qui font qu'en fin de compte, il y a un enchaînement des grappes d'innovation dans le temps et dans l'histoire qui fait que véritablement, ce processus de création est dépassé par l'innovation, devient un processus de destruction, il s'autodétruit et il laisse... Pourquoi se détruit? Parce que c'est dépassé par l'innovation. Aujourd'hui, il y a de nouvelles inventions. On achète un iPhone et quelques mois après, il est déjà préhistorique. Voilà. Vous savez bien qu'il y a ce qu'on appelle une durée de vie d'un produit. Et cette durée de vie d'un produit, elle dépend notamment... D'ailleurs, ils font exprès de faire que dans 2-3 ans, le produit meurt. Pour en racheter un autre. Bien sûr, mais seulement ce qui est très important de comprendre, pour comprendre comment que la ruse, entre guillemets, du serpent pénètre tout, vous allez comprendre, c'est qu'en fin de compte, lorsqu'il y a des grappes d'innovation qui sont interdépendantes, à partir de ce moment-là, il y a, si vous voulez, une sorte de vide qui apparaît à un certain moment. On ne sait pas exactement où on va aller. De la télévision noir et blanc et la télévision couleur, de l'ordinateur d'entreprise, et d'ordinateur familial, il y a un temps de doute, ou qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va investir? Et ça, qu'est-ce qu'on va investir? Entre guillemets, j'ai dit, ces forces-là, les forces du serpent, vous savez exactement où investir, quand investir. Ils vont investir énormément d'argent pour accaparer les marchés. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il va y avoir un processus de concentration à partir de ces innovations naissantes qui vont être récupérés, monopolisés presque par certains et par quelques. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous avez créé, parce que vous êtes un inventeur absolument génial. Donnez-moi un exemple. Les premiers qui commencent à inventer la voiture. Alors, je vous explique. Comment c'est récupéré après? Oui, alors, ça c'est très facile. Je ne pensais pas à cet exemple-là, mais si on parle par exemple de la voiture, c'est pas difficile. Ça passe ou ça casse. Il y a eu beaucoup de gens géniaux. Il y a même des gens qui ont créé en 1930 des moteurs à eau.
C'est connu, oui, oui, oui. Le moteur fonctionnait avec de l'eau. Ils ont été tués. Parce que ça ne correspond pas du tout au pétrole. Ces forces-là ont investi énormément dans le pétrole, et voilà que des ingénieurs absolument géniaux de l'époque, n'est-ce pas, ont déjà inventé un problème, un moteur électrique, voire un moteur à eau, qui fait que, par la vapeur d'eau, etc., et automatiquement, ils ont été tout simplement assassinés. C'est-à-dire que, attention, là nous sommes dans un monde, disons, diabolique. On ne rigole pas. Et c'est comme ça à tous les niveaux. Je vais vous donner un autre exemple, d'accord. Les Américains ont inventé, par Dupont de Nemours, des bas de femmes. Parce que les infirmières, pendant la Seconde Guerre mondiale, elles rentraient dans le feu pour prendre les blessés, pour les soigner. Et à l'époque, elles avaient des bas en laine, etc. Et ça prenait flamme très vite. C'était très difficile. Ils ont inventé ce qu'on appelait à l'époque le nylon. Et ces femmes, cette matière était tellement à l'époque solide qu'une fois que la Seconde Guerre mondiale est terminée, eh bien, Dupont de Nemours s'est dit, mais attends, on va diminuer la qualité du nylon de manière à ce qu'avec un ongle, avec un orteil d'un pied, eh bien, on va le couper. Donc, à partir de ce moment-là, la durée de vie du nylon sera très courte, et donc on va pouvoir produire énormément. Vous voyez, pour vous dire comment que la demande, elle est manipulée. Donc ils ont affaibli le bas de manière à ce qu'on en achète beaucoup. Voilà, exactement. Ils ont réduit la qualité du bas. Alors que, et c'est pareil pour les ampoules, les anciennes ampoules électriques, etc. C'est-à-dire que, en fin de compte, toute l'innovation, tout le progrès technique, tout le progrès technologique, tout aujourd'hui on dirait le high-tech, va dans un sens qui permet à quelques-uns de profiter. Parce qu'il faut constamment renouveler. Parce qu'il faut constamment le renouveler, et parce que véritablement, on parle de la publicité, on va créer des faux besoins. On n'a pas besoin de changer de voiture tous les 6 mois. Une voiture peut durer 300 000 km sans problème, si elle est bien réparée. Si elle est bien réparée, d'accord. Mais seulement, ce qu'on va faire, par exemple, le tuyau d'échappement, on va lui donner une durée de vie de, par exemple, 10 000, par exemple, je dis bien un exemple, de 10 000 km. Au bout de 10 000 km, il faut le changer. Que les roues, normalement, on est capable de faire des roues qui vont donner... Regardez les roues des avions, regardez les roues des F-16 et des avions militaires, on ne les change pas tous les jours. Alors qu'au bout d'un an, il faut changer, par exemple, le roue des voitures. Pourquoi tout ça? C'est pas seulement pour faire tourner la production, c'est pour augmenter les profits. C'est pour augmenter les profits. Parce que lorsque vous gagnez, par exemple, 5 centimes, mais sur 1 million de pneus vendus, ce n'est pas la même chose que si vous gagnez 5 centimes, bien entendu, sur 100 000 pneus vendus. Donc, résultat, cette concentration est un instrument extraordinaire du pouvoir. Et ils vont investir là, exactement où il y a ce que j'appelle, moi, un nœud gordien. C'est-à-dire, lorsque les grappes d'innovation, on revient à la théorie de Schumpeter, vont permettre l'apparition de nouvelles grappes d'innovation grâce au progrès technique, grâce à la science, grâce à l'invention, etc., qui fait qu'en fin de compte, on parle de progrès extraordinaire, mais en fin de compte, l'être humain, le consommateur, est possédé et utilisé, il est robotisé, si vous voulez, face à ses propres désirs, qui fait qu'en fin de compte, on répond à des signaux, à des flux intérieurs, qui font que, véritablement, ce n'est plus raisonné, on n'est plus dans le monde de la raison, et on crée quoi? Un monde de fantasmes, un monde d'illusions. Et l'économie virtuelle, on en parlera les prochaines fois, si Dieu veut, Bezrat Hashem, que l'économie virtuelle, Chaim, c'est une économie qui est fondée sur, tout simplement, les anticipations. Les anticipations au financement, les anticipations au super profit. Et ça, c'est très important. Alors, pour revenir à Keynes, que disait Keynes? Si je peux vous interrompre, j'avais entendu une fois d'un professeur, pas d'économie, mais dans d'autres domaines, qui était aussi plus ou moins un élève à moi, il m'avait expliqué que c'est absolument incroyable pour confirmer ce que vous dites, que vous voyez qu'aujourd'hui, 99% des gens sont tatoués. Je parle de la nouvelle génération. Et je ne parle pas des gens de nos âges, bien des gens de nos âges, il y en a beaucoup aussi, mais disons de la jeunesse. Et il m'avait expliqué que ça avait été un test qui avait été lancé par les grandes puissances économiques justement pour tester l'imbécilité des gens et comment il est facile de les manier, de les manipuler. Ils avaient lancé le tatouage, qui existe depuis très longtemps, mais seulement les voyous se tatouaient. Aujourd'hui, même tout le monde se tatoue aujourd'hui. Et pour tester justement
la vulnérabilité. Oui, des gens, leur faiblesse mentale, psychologique, et de pouvoir après aller de l'avant et les manipuler encore plus. Et ils ont réussi, puisqu'aujourd'hui tout le monde se tatoue. Ça veut dire que les gens ont perdu la tête, quoi. Non, mais vous comprenez bien que, bon, on en reparlera. Le coronavirus, c'est le même système, c'est le même principe. C'est le même principe. Le corona. Par exemple, oui, le coronavirus. On en parlera à un autre moment. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on va lancer, on va essayer de créer, par exemple, une peur, on va créer un engouement à tel ou tel médicament, tel ou tel vaccin. On fait des tests. Et on voit jusqu'où l'être humain peut aller. Et ça a marché. Et ça a marché. Vous savez, il y a... j'ai eu la chance, quand j'étais en doctorat à la Sorbonne, avec un grand professeur qui s'appelait Luc Boursier de Carbon, qui nous avait prêté à un moment donné des textes qui étaient des textes assez peu utilisés, même secrets, sur Hitler. Et il y avait un texte qui m'a complètement bouleversé. Hitler, avant de se suicider, entre guillemets, il a... Pourquoi vous dites entre guillemets? Parce que... bon, il y a des théories qui disent qu'il s'est jamais suicidé. Je ne sais pas. On ne sait pas, d'accord? Bon, alors... Il y a des théories qui disent qu'il a été récupéré par les Américains, caché, changé le visage. Et en plus, voilà, moi je ne sais pas, j'ai pas de preuves. Comme tous les savants d'ailleurs nazis qui ont été récupérés par les Américains. Voilà, alors, Hitler, il parlait avec son aide de camp, qui s'appelait Röchning, qui lui dit la chose suivante. Mais tu crois que moi, je vais parler à l'individu? Je ne parle pas à l'individu. Qui? Hitler dit ça? Oui, je parle à la masse. Je prends l'individu, je lui enlève sa personnalité intérieure et je parle à la masse. C'est-à-dire que lorsque je parle, chaque individu, quel qu'il soit médecin, qu'il soit paysan, qu'il soit artisan, ou qu'il soit fermier, ou qu'il soit militaire, va se retrouver dans ce que je vais dire. Il disait une chose terrible, il dit, tu crois que je vais parler de la grande inflation des années 20, mais si je fais ça, je perds le pouvoir. Par contre, si je parle des Juifs, tout le monde serait d'accord avec moi. Et il parle comme ça. Il a dit qu'en fin de compte, j'utilise telle ou telle cause, tel ou tel point, pour pouvoir parler à la masse. Et à cette masse-là, je peux lui dire ce que je veux, parce qu'elle y croira. Et c'est ça le principe de base. C'est ça le principe de base. Goebbels, son adjoint, etc., il disait bien, c'est très connu, c'était le chef de la propagande, il disait, tu dis une fois, deux fois, on ne croira pas, mais tu dis 1000 fois la même chose, elle deviendra une vérité. Même si à la base, c'est une fausseté. Elle deviendra une vérité. Et c'est tout le problème aujourd'hui, depuis cette époque-là. Vous savez, Hitler n'a pas inventé grand-chose. Des gens comme, au XVIIIe siècle, bon, ça ne me vient pas, les noms ne me viennent pas, mais ont vraiment annoncé ce qui allait se passer, notamment dans la manipulation des masses, dans la manipulation des gens. Adorno, par exemple, qui était un très grand sociologue, a très très bien parlé de la communication de masse. C'est pas le seul. On essaie de créer une masse qui fasse... Vous nous expliquerez un jour qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour se réveiller? La Torah. On va en parler. C'est les nations. Ah ben, on va leur expliquer. À partir d'Israël, Israël a un rôle fondamental chez les nations. Oui, mais nous aussi, on est tombés dans ce système-là. Mais on est tous tombés dans ce système-là. Nous sommes dominés par un système occidental qui nous exploite comme partout ailleurs. On va expliquer à partir de l'intuition, si j'allais dire. Quand vous dites Israël, c'est pas Israël dans le sens tel qu'il est aujourd'hui. Non, bien sûr que non. Parce que ce Israël-là n'est que le prolongement de tout ce qui se passe dans le monde entier. Cet Israël-là, c'est le reflet de ce qui se passe dans le monde. C'est un microcosme du monde. On en reparlera. Mais au niveau strictement économique, quand je parle de la Torah, je parle de la Torah de la délivrance. Bien sûr. Bien entendu. Alors, au niveau strictement économique, il y a une mainmise sur la personne humaine, que ce soit, regardez, que ce soit sous Keynes, on va augmenter la demande pour pouvoir faire en sorte que la consommation globale augmente, de manière à augmenter la production, augmenter les profits, mais on va donner à la demande la capacité d'avoir ce socle social minimum, comme avait dit Rawls, de manière à pouvoir déclencher le processus de croissance. Maintenant... Juste une question, M. Ababou. Est-ce qu'on peut imaginer que finalement les guerres sont provoquées par des besoins économiques?
Parce qu'une fois que tout est détruit, il faut tout relancer, il faut tout Oui, reconstruire. oui, bien sûr, bien sûr. Il y a de nombreux économistes qui ont expliqué l'intérêt, entre guillemets, de la guerre militaire. Mais il n'y a pas que la guerre militaire, il y a aussi la guerre commerciale et la guerre sociale, etc. Qui fait que, véritablement, on va pouvoir insuffler un nouveau souffle, entre guillemets, à cette offre. Et ce qui s'est passé après les... Donc finalement, l'humanité tout entière, on est des pantins entre les mains des grosses finances, quoi. On est des pantins, certainement, entre les mains de forces obscures, rusées, comme le serpent de Bereshit, qui va pénétrer véritablement les interstices où il y a un vide. Sans faire de bruit. Sans faire de bruit, parce qu'il rampe, on n'entend rien, sans faire de bruit, avec le sourire. Et on va créer des mythes, démocratie sociale, démocratie économique, progrès social, immigration collective, espace multiculturel. On va créer toutes sortes. Et l'immigration, par exemple, ça coûte un argent fou à l'Europe. Alors pourquoi? Bon, ça c'est un problème. Bon, on en parlera. On en reparlera. Alors je veux revenir, si vous voulez, Chaim, sur un point encore qui est très important. L'arrivée en 1981 du président Ronald Reagan a créé une sorte de révolution ultralibérale. Hein, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, peut-être dans les prochains C'était un acteur, lui, à Hollywood. Oui, c'est un acteur. Bon, d'aucuns disent que c'est un très bon président. Bon, bref, le problème, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire un arrêt net avec le keynésianisme. Avec le keynésianisme, c'est-à-dire cette théorie qui fait que l'État va intervenir dans la vie économique, n'est-ce pas, pour augmenter la demande, augmenter les besoins, augmenter les revenus. C'est ce qu'on appelle la théorie du revenu, n'est-ce pas, de Keynes. Il va dire, ça suffit le keynésianisme, on va créer maintenant une nouvelle théorie qui va s'appeler la théorie ultralibérale. Au lieu d'aider la consommation, écoutez-moi bien, on va aider l'offre. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'offre. Et donc on se met du côté de la finance. On se met du côté, attendez, la finance, elle est partout, Rav, elle est partout. Mais on va se mettre du côté du producteur, cette fois-ci. Et on va aider le producteur de manière le producteur, hein, de l'autre côté. Pas le consommateur, pas le consommateur, voilà, vous avez compris. Pas le consommateur, mais le producteur. Et ce producteur qui va être aidé va tout simplement permettre de relancer la croissance, de relancer l'emploi. N'oublions pas qu'il y avait déjà un problème de sous-emploi à cette époque-là en Amérique. Et donc, en développant l'emploi, entre parenthèses, c'était un emploi tout à fait précaire, des petits boulots de rien du tout. Il disait que le père demandait à ses enfants, sa fille, son fils, ses neveux, de vendre des pizzas le soir, on va lui donner 5 sous. Mais pourquoi tout ça? Encore une fois, parce qu'on va permettre la consommation, mais en allant du côté de la production, on va permettre véritablement de faire en sorte que l'État intervienne moins dans la vie économique. Autant de Keynes, pendant la période qui va de la Seconde Guerre mondiale jusque dans les années 80, l'État intervenait partout, les plans sociaux, la planification, etc. Autant à partir de Reagan et de Mme Thatcher à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, le reaganisme et le thatcherisme, l'État va se si vous voulez, dégonfler quelque part, si je peux me permettre de parler cette expression, il va se retirer un peu de la vie économique. Vous avez compris que l'État est un instrument de pouvoir. Évidemment. Vous avez compris. On va utiliser l'État comme une force de pouvoir qu'on va utiliser à bon escient. Et le but étant véritablement, encore une fois, le super profit. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire, vous les dirigeants qui sont entre nos mains, ne regardez pas trop comment on gagne de l'argent. Oui, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fin de compte, à partir de ce moment-là, et même avant, l'État allait être de plus en plus endetté. On vit un endettement aujourd'hui faramineux, abyssaux, sans aucune limite. Pourquoi? Parce qu'on crée de l'argent à tire-larigot, comme on dit. On crée des capitaux qui n'ont pas de contrepartie. C'est de l'argent qui ne vaut rien du tout. Donc les gens, les ménages, les entreprises ont le sentiment que le pays est riche, qu'il y a beaucoup d'argent, que la masse monétaire gonfle, mais elle gonfle. Vous voyez, c'est comme une cocotte minute où vous avez la vapeur, mais c'est de la vapeur, ça, c'est rien du tout. Une fois que le feu s'arrête, tout revient à sa place. Donc,
nous sommes dans une économie de surchauffe, ce qu'on appelle une économie de surchauffe. C'est pour ça que les marchés financiers, on en parlera les prochaines fois. Ça serait bien de consacrer un cours aussi sur tout le sujet de Wall Street. C'est pas toute cette économie virtuelle. Ça, c'est un sujet très important qu'on développe. Mais c'est évident. Bezrat Hashem, si Dieu veut, une prochaine fois, on le développera. On le développera. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'État... On va conclure. Oui. Alors, c'est-à-dire que l'État, n'est-ce pas, la demande et l'offre sont des instruments de pouvoir, sont des instruments permettant, encore une fois, sans donner de nom, bien entendu, à ces puissances souterraines, cachées, sourdes, mais omniprésentes, qui se servent de tous ces instruments économiques et sociaux, tout simplement d'augmenter, de maximiser leurs profits, de manière à devenir de plus en plus riches. Vous voyez, juste un mot, permettez-moi de parler un tout petit peu de Torah. Les forces d'Amalek, elles ont un problème. C'est qu'elles s'auto-entretiennent et elles n'ont plus de limites. Yes. Elles n'ont plus de limites. C'est-à-dire, véritablement, on est dans un monde où, véritablement, l'appétit du gain... C'est le mot Amalek, dit le Zohar. L'ex du mot loqué, qui veut dire celui qui frappe le peuple. C'est ça. C'est Amalek, qui frappe le peuple. Exactement. C'est les forces qui détruisent les peuples. C'est exactement. Pourquoi? Pour lui, s'étendre. Et pour prendre la place de Dieu, bien entendu. Alors, c'est-à-dire que ces forces d'Amalek, pour finir, on conclut là, vont tout simplement être prises dans leur propre piège. Parce qu'elles veulent de plus en plus, comme disait François Ducloset, toujours plus. N'est-ce pas? Elles veulent toujours plus, mais jusqu'au moment de leur effondrement, parce qu'il n'y a plus de limite. C'est exactement ça le monde de Sodome, n'est-ce pas? Voilà, en un mot. Écoutez, une fois de plus, je vous dis, ce sont des cours que moi-même je devrais écouter 10 fois pour pouvoir commencer à comprendre quelque chose. Et j'invite vraiment tous ceux qui suivent ce cours absolument extraordinaire. Je remercie encore du plus profond de mon être... que le Maître du Monde nous a mis ensemble pour faire ce cours qui est d'une importance extrême, cette série de cours. Et je vous demande vraiment à tous et à toutes de ne pas seulement écouter cette intervention. C'est pour ça qu'on ne veut pas laisser trop longtemps, parce qu'il y a tellement de richesse dans les propos de M. Ababou qu'une demi-heure, 40 minutes, c'est le maximum pour qu'on puisse réécouter plusieurs fois le cours et commencer à comprendre vraiment tout ce qui se passe. Encore une fois, merci beaucoup et on se retrouve dans 15 jours. Si Dieu veut, Bezrat Hashem.